nouvelle semaine avec de nouveaux défis pour chacun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes lundi 14 mars 2022. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition du journal. Le sommaire. Une carte d'identité biométrique rassure les organismes de financement et accroît les chances des femmes agricoles à avoir du crédit. C'est le sens de l'initiative Chaque femme productrice d'ananas et du riz, sa carte d'identité. Visite de Ségolène Royal au Bénin, objectif participer à l'exposition des 26 trésors royaux au palais de la Marina. On va suivre sa déclaration à la suite de la visite dans cette édition. Ils étaient au moins 2000 personnes dans les rues de Tunis, ceci pour manifester contre la confiscation de la démocratie. Les manifestants sont des partisans de l'opposition tunisienne. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Ségolène Royal, très émue, c'est ce qu'elle laisse entrevoir après sa séance de débriefing avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ceci dans le cadre de l'exposition des 26 trésors royaux au palais de la Marina. On suit ici sa déclaration. J'ai notamment eu l'occasion de visiter l'école du patrimoine. C'était très émouvant parce qu'il y avait là une classe de jeunes, donc les bacheliers qui ont 3 ans d'études. Il y avait les enseignants qui étaient là, donc ces jeunes qui se projettent dans les métiers du tourisme, de l'art, de la médiation culturelle, vont avoir la chance de voir se réaliser tous les projets que vous portez, Monsieur le Ministre, et donc de déboucher sur la création de valeurs économiques, de valeurs sociales, de valeurs culturelles, de valeurs du vivre ensemble et de valeurs de travail et de nouveaux métiers pour les jeunes. Donc c'est tout à fait exceptionnel et je suis vraiment enchantée de cette visite de travail qui m'a énormément appris et énormément apporté. J'ai retrouvé un autre Bénin, dans la diversité de son histoire aussi, la complexité de cette histoire, parfois dans les souffrances de son histoire, mais aussi dans cette certitude éternelle de la force de ses traditions, de ses savoir-faire, de ses compétences. Notamment, j'ai beaucoup appris sur les relations entre le vaudou et la nature. Et je parlais tantôt de la carte d'identité biométrique qui rassure les organismes de financement, qui accroît les chances des femmes agricoles à avoir du crédit. Et c'est le sens de l'initiative à chaque femme productrice d'ananas et du riz, sa carte d'identité, une opération soutenue par l'agence belge de développement Enabel Bénin. Ces femmes de la commune de Tofo reçoivent des mains des autorités un sésame précieux. Il est composé d'actes de naissance sécurisés, d'une attestation, du numéro personnel d'identification sur support papier, d'une carte d'identité biométrique. Ceci pour faciliter les crédits auprès des structures de financement. Le nombre de femmes productrices d'ananas et de riz concernées couvre des échantillons capables de transmettre les formations reçues et de diffuser la production de l'ananas et du riz en vue de l'amélioration de la qualité de vie des ménages et d'assurer l'éradication de la pauvreté et de contribuer à terme aux ressources fiscales de la commune. Vous venez de donner vie à nouveau à toutes ces femmes qui, pour défaut de carte d'identité, n'arrivent pas à s'insérer dans le tissu économique et n'arrivent pas à bénéficier de l'accompagnement financier des institutions financières décentralisées. L'objectif est de rendre les femmes plus autonomes à travers des activités génératrices de revenus. Une des principales priorités d'Enabel à travers le programme DEFIA est de contribuer à la création d'emplois décents et durables et d'augmenter significativement le revenu des acteurs et actrices dans la filière d'ananas et riz. DEFIA est particulièrement préoccupée par les différentes contraintes auxquelles font face les femmes dans la filière ananas et riz. Dans le maillon production d'ananas, DEFIA appuie l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes à travers un cycle de formation. Disposer de bases nécessaires aux formalités d'accès au financement, c'est tout le sens à donner à cette opération.
Et nous sommes toujours dans le mois de mars et nous allons continuer de parler de la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2022 qui est célébrée de diverses manières, il faut le dire. Eh bien, Sakété, Plan International Bénin, a lancé la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation contre la recrudescence des cas de grossesse en milieu scolaire. Regardez. Les grossesses précoces et le mariage forcé représentent de réels obstacles à l'évolution scolaire des filles. La campagne Zéro grossesse en milieu scolaire, déclenchée par Plan Bénin International et ses partenaires, vise à trouver une solution au phénomène. Cette campagne a pour but de voir réduire, même supprimer les grossesses en milieu scolaire et d'apprentissage afin de maintenir les filles à l'école pour pouvoir finir un cycle donné. Elle a été l'initiative dans un contexte très préoccupant où les filles sont confrontées à de multiples problèmes qui empêchent leur maintien à l'école. Il me paraît donc nécessaire et indispensable de m'adresser directement à vous, tous, élèves ici présents, et à travers vous, à toute la jeunesse du département du Plateau, pour vous dire tout l'espoir que vos parents et le Bénin placent en chacun de vous pour relever les multiples défis de développement que l'avenir sans doute vous réserve. Plan International Bénin, devenu maître en matière de sensibilisation des jeunes et adolescents, veut compter sur la collaboration de tous face à ce regain du nombre de cas enregistrés chaque année dans le département du Plateau. Et puis, la Fédération béninoise de football a annoncé sa décision de faire évoluer la dénomination de l'équipe nationale. À l'unanimité, les membres du comité exécutif ont décidé du changement du nom Écureuil. Eh bien, indication faite par la Fédération béninoise de football dans un communiqué. La balle est désormais dans le camp des autorités. Le Conseil des ministres va, au moment opportun, analyser et apprécié après certainement une large consultation nationale et internationale. Eh bien, une équipe de Speedline Télévision est allée à la rencontre de quelques citoyens dont les avis sont ici diversement appréciés. Suivez. Oui, le changement du nom Écureuil pour les joueurs béninois, c'est mon souhait. Ça date longtemps. Je voulais ça fait longtemps. Et c'est bienvenu. Donc, il faut changer le nom des écureuils. L'écureuil, c'est vrai, c'est un animal. Et aujourd'hui, il faut donner un nom qui doit donner la vengeance, mettre la vengeance dans la tête des joueurs. Parce que aller jouer, c'est aller à la guerre. Ce n'est pas le nom qui agit. Ce n'est pas du tout le nom qui fait qu'on n'évolue pas ou qui fait qu'on ne va pas loin. Je vais vous dire que c'est une bonne chose. Parce que le nom Écureuil qu'on avait donné à nos joueurs, c'est un nom faible, c'est un nom que ça a sorti autant de Kérékou. Et Kérékou les a dit, et le président Kérékou les disait, que Écureuil, le nom là, parce que si tu mets un enfant au monde, si tu lui donnes un nom mauvais, c'est celui qui va le suivre. Quand on a dit les écureuils, Kérékou les avait dit, comme en ce moment le sida faisait ravage sur son toit, Kérékou les a dit, mais pourquoi vous n'avez pas donné le nom sida? Là, si on vous voit, on aura peur. Je vous dis que aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé pour les éliminatoires derniers. Parce que, pourquoi? Normalement, on devait être qualifié, on devait qualifier mondialement, on devait aller au Qatar et aussi au Cameroun. Donc, et puis, en ce moment, le Bénin faisait peur à ces équipes adverses. Mais par rapport à notre nom, Écureuil, vraiment, on voit que on ne sent pas de force. Directement, si on veut dire que tu fais face à quelqu'un, si on veut faire face à quelqu'un, tu dis que tout d'abord, le nom te montre que la personne n'aime pas de force. Bon, là, ça fait déjà un point de plus. Parce que ton nom te dit que ton nom te montre que bon, à un coup d'œil, que tu peux le gifler, que tu peux le frapper. Donc là, toi l'adversaire, ça te donne d'abord une force. Tu vois, non? Donc, c'est qu'il faut changer
le nom de l'écureuil. Ce n'est pas le nom qui est le problème. Il faut transpirer et travailler, c'est ce qu'on veut. Il faut également renforcer les joueurs, ainsi quel que soit le nom de l'équipe, quand les adversaires verront uniquement notre drapeau, ils auront peur. Et pour l'autre sujet de ce journal, on s'intéresse à l'institution qu'est le mariage défini comme une union conjugale contractuelle ou rituelle à durée illimitée. Elle est reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Et c'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Ces bienfaits restent multiples. On suit ici quelques-uns dans cet élément de Romaric Dossa et de Mathieu Soso. Il faut se marier légalement déjà pour la protection du conjoint et de la conjointe, des deux conjoints, et pour la protection aussi de l'enfant, des enfants qui seront issus de ce mariage. Nous avons plusieurs mariages ici au Bénin. Déjà, nous avons le mariage coutumier, que nous appelons communément la dot, que le Code des personnes et de la famille reconnaît. En dehors de ça, il y a le mariage à l'état civil et aussi le mariage religieux selon votre obédience religieuse. Aujourd'hui, la femme qui est mariée légalement, lorsqu'elle tombe enceinte, n'a pas besoin de présenter l'acte de reconnaissance de paternité de sa grossesse, par exemple. Avec son acte de mariage déjà au centre de santé, le nom de son conjoint ou de l'auteur de la grossesse est mis directement sur le carnet de santé. C'est déjà un avantage. Si tu n'es pas marié légalement, tu es obligé d'aller au niveau de l'état civil prendre l'acte de reconnaissance de paternité d'abord pour ta grossesse et maintenant de reconnaissance de paternité de la grossesse que tu portes et maintenant de reconnaissance de l'enfant qui est né aussi, donc avant que ton nom ne soit sur l'acte de naissance de ton enfant. La femme et l'homme qui sont unis devant l'officier de l'état civil doivent hériter de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire, l'homme hérite de sa femme ainsi que la femme aussi peut hériter de son mari. Vous voyez, c'est déjà un avantage. Mais si vous n'êtes pas unis devant l'officier d'état civil, ce n'est que les enfants que tu as fait pour le monsieur qui doit hériter de ses biens. De façon symbolique, les parents du conjoint doivent aller vers les parents de la conjointe pour aller demander officiellement sa main. Nous avons notre culture. La femme seule ne peut pas se lever pour aller épouser un homme sans aviser ses parents, sans que la famille ne lui donne pas la bénédiction qu'il faut pour aller dans sa belle famille. Ça ne se fait pas. Donc, c'est pourquoi le Code des personnes et de la famille reconnaît ça, mais de façon symbolique. On ne se marie pas pour divorcer. On s'unit pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, il n'y en manque jamais. C'est toujours là. Et quand ça vient, il faut avoir le courage et la patience de gérer pour que le meilleur suit immédiatement. Pour nos enfants, nous n'avons pas le meilleur cadeau qu'on peut leur donner, c'est de rester unis pour les éduquer. Parce que l'union fait la force et l'éducation d'un enfant ayant des parents séparés, c'est pas bien. Nous savons ce que ça donne comme conséquence et on ne souhaite pas. Information hors du Bénin en direction la Tunisie pour parler de la manifestation contre la confiscation de la démocratie. Des partisans de l'opposition tunisienne ont participé à un rassemblement contre la prise de pouvoir du président Kais Saied et la crise économique dans le pays. Ils étaient au moins 2000 personnes dans les rues. Les images. À l'appel du parti d'Estourian Libre, au moins 2000 personnes ont manifesté dimanche à Tunis contre la confiscation présumée du pouvoir par leur président depuis maintenant 8 mois. Le climat politique en Tunisie bat de l'aile en effet depuis la suspension de l'Assemblée nationale par Kais Saied, un recul de la démocratie dénoncé par ses adversaires qui jugent illégal l'exécutif en place dans le pays. Aussi les manifestants appellent-ils la population à sortir de son silence.
Si je ne manifeste pas et que les autres font de même, qui parmi les décideurs va penser à nous? Le moins que je puisse faire est de répondre à cet appel. Les valeurs de la démocratie, les vraies valeurs, pas celles dont on entend avec la propagande depuis 11 ans et qui nous a mis des gens qui protègent dans ce fameux... Outre le volet politique, dimanche, des Tunisiens manifestaient aussi contre la vie chère dans un pays déjà plongé dans une crise économique. La Tunisie connaît une pénurie d'aliments de base alors que la guerre en Ukraine risque d'avoir de répercussions sur la chaîne d'approvisionnement dans le pays, à l'approche notamment du mois de Ramadan. Mais le président Kais Saied voit derrière ces pénuries une action des spéculateurs qui cherchent à porter atteinte à la paix et la sécurité sociale. Et de l'autre côté du Tchad, il faut dire que les négociations de Doha sont ajournées. À peine ouvert que le pré-dialogue devant aboutir à un dialogue national au Tchad a été suspendu ce dimanche même. Mais les discussions sous la médiation du Qatar devraient reprendre dans 3 jours. Plusieurs groupes armés ont été invités à prendre part à ce débat. Et à l'entame des discussions, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a prononcé un discours dans lequel il a invité ses compatriotes à choisir le chemin de la paix après tant d'années de guerre. Les précisions. À peine ouvert que le pré-dialogue devant aboutir à la paix au Tchad a été suspendu dimanche à Doha, les discussions sous la médiation du Qatar devraient reprendre dans 3 jours. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a prononcé un discours à l'entame des discussions. L'histoire du Tchad, jalonnée de conférences, de tentatives de réconciliation, d'accords non respectés, est bien connue de tous, et surtout de vous. 60 années de conflits armés, de destruction, d'occasions de renaissance perdues, presque l'âge de notre État contemporain. N'est-il pas temps d'arrêter cette folie du nihilisme et de l'absurde absolu? Les négociations se font à huis clos et la nouvelle équipe choisie pour conduire les débats ne fait pas l'unanimité auprès des groupes rebelles. La paix demande plus de courage et de grandeur que la guerre. Être capable d'activer la gâchette intérieure du dépassement de soi pour vaincre le désir de revanche et de rancune exige plus de courage que la guerre. Bref, le vrai courage ne consiste pas à brandir son arme pour vaincre, mais plutôt à prendre le risque de la baisser pour convaincre. L'équipe imposée par le général Mahamat Déby est décriée par le FACT, le groupe rebelle basé en Libye. Cet ajournement des négociations devrait permettre d'aboutir à des compromis. Et au Mozambique, on parle de désespoir et de désolation après le passage du cyclone Gombe. Si la ville de Mampula a vu plusieurs rues impraticables, eh bien la peine est encore plus grande pour la population des villages comme Koran. Au Mozambique, les traces du passage du dernier cyclone restent visibles. Gombe a touché plus de 30 000 Mozambicains depuis vendredi, principalement dans la province de Nampula, en bordure de l'océan Indien, et celle voisine de Zambézie. À Koran, dans ce village, les habitants sont désemparés. Leurs récoltes ont été entièrement détruites par la montée des eaux. Ils craignent désormais une insécurité alimentaire. Il y a des difficultés, beaucoup de difficultés. On ne peut pas entrer dans nos champs, mais aussi il n'y a plus de production. C'est la dévastation. Le maïs et toutes les denrées alimentaires que cette population avait ont été dévastées. La province de Nampula avait déjà été touchée en janvier par la tempête tropicale Ana. 8 centres d'hébergement y sont actuellement ouverts pour accueillir la population. Le cyclone Gombe, qui est descendu en intensité, se dirigerait vers le Malawi voisin.
L'actualité russo-ukrainienne à présent, de nouveaux pourparlers entre responsables russes et ukrainiens se tiennent en ce lundi matin même en visioconférence sous des auspices bien plus positifs que les précédentes. À l'aube, de nouveaux bombardements russes ont causé un incendie dans un immeuble résidentiel faisant au moins un mort et 12 blessés. Alors que les combats et les bombardements russes se poursuivent en Ukraine, une nouvelle session de pourparlers entre responsables des deux pays doit se tenir ce matin par vidéoconférence. Des avancées positives sont évoquées dans les deux camps, même si ces derniers jours, le conflit s'est étendu à l'ouest de l'Ukraine, aux portes de l'OTAN. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi sur Twitter à l'attaque de Moscou contre une base d'entraînement militaire près de la frontière avec la Pologne. Nous condamnons l'attaque aux missiles de la Fédération de Russie contre le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité à Yavoriv. La brutalité doit cesser. L'attaque de cette base militaire ukrainienne aurait fait au moins 35 morts et 130 blessés selon les autorités locales. Plusieurs d'entre eux ont dû être transportés dans un hôpital. Les forces russes poursuivent leur offensive dans plusieurs zones du pays et notamment autour de Kiev. Dimanche, les médias d'État russes ont diffusé des images de ce qu'ils considèrent comme une colonne de militaires se dirigeant vers la capitale ukrainienne, où selon les autorités locales, les combats et les tirs se seraient multipliés ces derniers jours. Les soldats ukrainiens s'attendent à une attaque plus importante des forces russes stationnées au nord de Kiev, alors que les deux parties se sont engagées dans d'âpres combats dans les zones d'Irpin et de Boucha, deux banlieues de la capitale. Ils ajustent le tir en tirant des mines sur les positions. Ils se préparent à passer à l'offensive contre Kiev. C'est pourquoi ils essayent de nous faire peur, déclare Alexei, un soldat ukrainien de 46 ans. Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne dans un hôpital militaire de la capitale ukrainienne pour rendre visite à des soldats blessés et remonter le moral des troupes. Le président ukrainien continue d'exhorter l'OTAN à imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Et nous allons finir avec la Chine pour parler de la Covid-19 ou le record du nombre de nouveaux cas en Chine. La Chine qui a fait état ce samedi 12 mars 2022 de plus de 1500 contaminations locales au coronavirus, un record quotidien depuis le début de l'épidémie dans le pays en début d'année 2020. Et le variant Omicron se propage en Chine, si bien que le pays a enregistré ce samedi un record du nombre de nouveaux cas de la Covid-19. C'est un nombre record depuis le début de l'épidémie. La Chine a enregistré près de 3400 cas de Covid-19 ce dimanche. Cette recrudescence de contamination a contraint les autorités à fermer des écoles à Shanghai, ainsi qu'à décréter le confinement de plusieurs villes du nord-est du pays, tandis que plus de 10 provinces tentent d'endiguer des clusters locaux. Confinements immédiats, restrictions de voyage et tests en masse. Depuis que le virus a été détecté dans le pays pour la première fois fin 2019, la Chine a maintenu une politique de zéro Covid face à l'épidémie. Mais avec le variant Omicron plus contagieux, cette dernière flambée de cas remet en question ces protocoles stricts mis en place par le gouvernement. Et voilà, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de Speed Line Télévision. Restez en notre compagnie.